Février 2019. Un important vestige est mis au jour sur le chantier de l'ancien parking 58 dans le centre historique de la capitale. En creusant, les pelleteuses sont tombées sur ce qui ressemble à un débarcadère tel qu'on en construit au XVe siècle. Des aménagements de bord de Seine de l'ancien Bruxelles. Tout le monde sait que la Seine passait à Bruxelles, mais on ne connaît pas du tout les infrastructures qu'il y avait autour. Ni ses profondeurs, ni sa navigabilité. C'est vraiment une première au niveau de Bruxelles. Une équipe d'archéologues va passer plusieurs mois sur place à la recherche d'un Bruxelles enfoui. Et puis ces images impressionnantes en plein cœur de Bruxelles. Regardez, le parking 58 est désormais totalement éventré. Janvier 2018, un important chantier débute à 2 pas de la place Sainte-Catherine. Ce bâtiment de 9 étages doit être complètement abattu pour laisser place au nouveau centre administratif de la ville de Bruxelles. Mais avant d'en arriver là, des archéologues vont en sonder les profondeurs. Un an après le début de la démolition, nous retrouvons Julie Timmermans sur place. C'est elle qui va diriger le chantier de fouilles pour le compte de la région bruxelloise. Ce jour-là, une manœuvre importante se prépare, l'enlèvement d'une pièce précieuse toujours immobilisée dans le lit de la Seine. On regarde si on retrouve encore les poteaux. Là, on a vu qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'on les perd, quoi? Julie Timmermans indique à chaque membre de l'équipe les nouvelles zones à fouiller. Ouais. Avant d'être interrompue par le responsable du chantier de démolition. Ça peut partir demain. Ben, il y a l'IRPA qui vient aujourd'hui, il faut voir s'il arrive à tout faire. Il faut voir si l'IRPA arrive à tout sonder aujourd'hui ou pas. À leur côté, Anne de Grave, responsable du département patrimoine archéologique de la région. C'est ça que tu as besoin. D'aller sous la dalle, sous la galette. Et puis nous, on fait venir une machine aujourd'hui. C'est ça que tu as besoin. Ben, le plus propre possible, quoi. Comme ça, Oui, c'est mieux que comme ça. Va dégager, fais ce que tu veux. Ouais. Ces échanges sont réguliers avec l'entrepreneur. Donc on surveille quand même un peu ce qu'il fait. Mais normalement, on a trouvé un accord pour que chacun ait sa place à tour de rôle. D'accord. Et vous n'avez pas cette crainte que des choses disparaissent, justement Ah si, bien sûr. C'est pour ça qu'on reste vigilant. Et c'est pour ça qu'on a revu la méthode, parce qu'on se rendait compte que là, ce n'était pas possible de suivre. Pas question de ralentir les travaux en cours. Tot einde van de week heb je dat eens klaar. Dat is jusqu'à fin de semaine, ok? Pour enlever ça. Oui, moi j'ai de travail jusqu'à fin de semaine. Lui, il creuse pour qu'on mette les étançons, là. C'est donc avec une grande diplomatie que les archéologues négocient. Il faut trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Ça n'arrange personne de tout bloquer non plus et que ça n'avance plus. Nous, on doit avancer, il doit avancer. On n'a pas toujours les mêmes objectifs, ça c'est sûr. Et ils ne connaissent pas forcément nos objectifs et nous, on ne connaît pas toujours les leurs non plus. Donc c'est ça qu'on doit toujours un peu renégocier au fur et à mesure. Je vais faire un aller-retour aux outils, donc... Entretenir de bonnes relations avec les promoteurs immobiliers est primordial pour assurer de futures découvertes. Chaque année, 3500 demandes de permis d'urbanisme sont analysées par le département du patrimoine archéologique. Et pour une centaine de permis, il y aura une clause archéologique, une disposition qui permet de prescrire des fouilles préventives. Un principe inscrit dans le COBAT, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 2 archéologues hollandais viennent de rejoindre les Bruxellois. Ensemble, ils découvrent l'un des trésors de cette fouille. Elle s'est un peu ressalie, hein, mais... Oui, c'est sûr. Mais bon, notre structure, avec le truc, ça... En tout cas, ils vont la nettoyer plus. Cette nasse de pêcheur est restée enfouie pendant des siècles et son état de conservation fascine. C'est la première fois qu'ils la trouvent avec encore les briques et tout ça. C'est pas pour ça que... La technique habituelle, quoi. Ouais. On n'en trouve pas beaucoup, hein, des comme ça. C'est très rare, en fait, que du fin bois comme ça soit conservé et qu'on ait l'occasion en fouille aussi d'aller récolter quelque chose comme ça. Donc ça, c'est toujours les conditions humides d'ici, vu qu'on est dans la Seine, qui permettent au bois de se conserver. On a beaucoup de cuir, on a beaucoup de matériaux qui sont très périssables, qu'on ne trouve pas trop sur les autres chantiers, qu'on trouve bien ici. Mais pour retirer ce filet de pêche médiéval de la terre sans le briser, il faut utiliser une technique que seuls les confrères de Delft maîtrisent. Pendant la manœuvre, les fouilles reprennent de plus belle tout autour.
C'est vraiment passionnant, oui, tout à fait. Parce que la préservation ici est excellente. Il y a des conditions très particulières qu'on ne rencontre pas souvent. Alors tous les matériaux organiques comme le bois, comme le cuir, sont vraiment dans un état presque comme neuf. Alors ils ont 500 ou 600 ans d'âge. Autour de la nasse, on trouve des dizaines de semelles comme celle-ci. C'est une semelle de chaussures d'enfant. Alors on voit que si on compare la taille, c'est ma chaussure. En fait, on voit tout ce que les gens ont jeté dans la Seine. Alors, ils ont utilisé la rivière presque comme une poubelle. Alors, on voit, c'est presque comme aller fouiller dans des sacs poubelles des gens pour apprendre quelque chose sur leur vie. On a la même chose ici. Et certains restes de repas font sourire. Je trouve une moule, par exemple, une moule, la mer. Et on voit que les gens ne mangeaient pas encore les frites à cette époque, mais des moules, ils mangeaient déjà à Bruxelles, une grande quantité. Et les frites, c'est un peu tôt encore, ça c'est après. La nasse est enfin bien protégée pour voyager jusqu'au laboratoire hollandais où elle sera traitée. Les scientifiques vont l'imprégner d'une substance qui garantira sa stabilité pour la postérité. C'est un exemplaire parfait pour montrer comment c'est construit et comment ça fonctionne. Comment les poissons y entrent et ne peuvent pas s'en échapper. Donc pour les enfants et pour les gens, c'est vraiment très très beau à voir. J'ai traité 3 pièces comme celle-là en 25 ans. Donc c'est très très rare. Pas une minute à perdre, car le temps de fouille est compté. Alors, des collègues de services plus administratifs sont venus en renfort. J'ai les mains dans la boue pour mon plus grand plaisir. C'est le cas de Catherine de Greve. Gestionnaire des demandes de classement de bâtiments, elle s'est portée volontaire. Catherine, à votre avis, qu'est-ce que vous avez là, entre vos mains? Je ne suis pas une experte, mais pour moi, c'est un petit bout d'os. C'est principalement des os qu'on trouve ici. Donc voilà, maintenant, quel animal, quel bout, ça, je ne sais pas vous dire, malheureusement. J'ai étudié l'archéologie, donc voilà, je ne travaille pas dedans, mais ça me permet d'un petit peu retourner aux sources et voilà, d'un petit peu déterrer l'histoire des Bruxellois. Et c'est toujours quelque chose de très exaltant. Un peu plus loin, un autre scientifique est entré en action. Yannick De Vos est géoarchéologue. Patiemment, il scrute les dépôts laissés par la Seine au fil des siècles. Ça nous raconte toute une histoire. Donc ici, en bas, on a des dépôts de la rivière qui sont assez anciens et qui ne contiennent pas encore de restes humains. Mais à partir de ce niveau-ci, on voit tout à coup qu'il y a des couches qui sont hyper riches dans tout type de déchets. On retrouve pas mal de fragments d'os, comme ici par exemple. On a des restes de plantes dedans. On a parfois encore des fragments de cuir. Oui, celui-là, je pense. Celui-là, on a passé avec ça. Tout ne peut pas être emporté. On a repéré plusieurs qu'on avait déjà prélevés, donc ça, évidemment, on les a de côté, quoi. Il faut faire des choix. Ici, ce sont les pieux du quai d'embarquement qui intéressent notre archéologue en chef. Ici, on fait des datations par dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de cernes. Parce que dans cette partie-là, les terres étaient un peu polluées, donc on ne sait pas faire de datation carbone 14. Donc on se base sur l'étude vraiment du bois. La prise en charge de ces troncs gigantesques est confiée à l'IRPA, l'Institut royal du patrimoine artistique. Des pieux, on en a un peu depuis le début, donc ça on savait qu'on en trouverait. Mais des constructions aussi élaborées, ça c'est quand même assez intéressant. On n'a pas beaucoup d'exemples comme ça. Et c'est vrai que c'est assez monumental. On se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour s'installer, pour enfoncer ces pieux. La pluie se met à tomber. Il va bientôt falloir interrompre les fouilles et espérer un temps plus clément demain. Le chantier de terrassement de l'ancien parking 58 avance. Sur le terrain, plus aucune trace du débarcadère médiéval découvert 2 mois plus tôt. Mais les archéologues sont toujours là. On voit toutes les couches, mais c'est la Seine était surmontée. C'est incroyable ça. Alors, mais à ce moment, il n'y avait pas encore le mur. On voit qu'il s'est pas posé. Nous retrouvons Jeff, notre archéologue conservateur.
Des collègues du département patrimoine viennent voir de leurs propres yeux ce fameux quai inespéré dans cette zone. Un chantier qu'on sent, c'est recompter le plus d'informations possible et coller tout ensemble après pour comprendre. Et les visiteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Oh, ça fait bien une tonne ce truc. Oui, c'est ce que je pense. Moi, je pense aussi. On ne sait pas la mettre chez nous. Une meule du Xe siècle trône au milieu du terrain. Dans le texte, on a des mentions, des moulins déjà à cette période-là, mais ils n'ont jamais été retrouvés. Tant de découvertes potentielles et si peu de temps pour les déterrer. Sous la pression des archéologues et du public tenu informé via les réseaux sociaux des objets étonnants découverts dans les alluvions de la Seine, comme ce peigne en os du Xe siècle ou ce dé à coudre probablement en laiton, le gouvernement bruxellois va prendre une décision inédite. Il faudrait voir si on ne sait pas voir. Construction de l'annexe en intérieur d'îlot. Ah oui, donc je pense qu'il faudrait peut-être prévoir une intervention du bâti. Avec le soutien d'historiens, Anne de Grave a fourni tous les arguments au gouvernement bruxellois pour que les fouilles du parking 58 soient déclarées d'utilité publique dans un arrêté. Ça montre bien la nature exceptionnelle de cette procédure parce qu'on est devant un site qui a un potentiel archéologique énorme, qui va transformer toutes nos connaissances de la ville, de sa rivière, de la vie autour de la rivière, de l'économie, de l'histoire de la ville. Et donc, c'est à ce titre-là que le site a été déclaré d'utilité publique. Ça change tout dans la mesure où il y a une partie du chantier qui reste accessible aux archéologues pendant un temps qui est défini par cet arrêté. Un arrêté qui prolonge les fouilles de 2 mois encore. Là, vous prenez une autre zone bien large et puis un bel arrondi pour la piste. Un peu de répit pour notre archéologue en chef qui s'assure que la nouvelle zone de fouille soit bien délimitée. Je veux que deux moteurs comprennent que la piste, elle est là, elle n'est pas là. On doit avancer ici, c'est pour ça qu'on fouille de ce côté-ci. Ça, c'est notre priorité. Pourquoi vous devez? Parce que c'est là qu'on a nos couches les plus intéressantes, c'est là qu'on a les couches les moins connues. Les couches sont intéressantes partout, mais là, ici, on touche à des niveaux assez anciens qui ne sont pas connus du tout, pour laquelle l'histoire de Bruxelles n'est pas du tout connue. Donc, on essaye de mettre surtout la priorité ici. Cette fois, l'équipe utilise une autre technique de fouille. Une petite grue est arrivée en renfort. À son bord, un technicien en archéologie qui n'hésite pas à s'arrêter lorsqu'il aperçoit un objet dans sa benne. On va regeler ça au labo. C'est une tuile qui était cassée. On va la recoller au labo. Un creuset qu'on a trouvé. C'est lourd, très lourd. Oui, c'est très lourd. C'est des dents de mouton. Ouais. On suit la grue et tout ce qui va ressortir, qui va être mis à jour, on le prend directement. Et après, toute la terre va être mise ailleurs pour qu'on puisse fouiller vraiment précisément. Il faut rien louper. Non. Et notre pédologue qui est ici avec le casque bleu est en train en fait d'étudier les couches en même temps que la grue descend. Je dois essayer de comprendre comment la Seine a coulé à cet endroit et les différentes étapes de sédimentation, comment ça se fait qu'il y a des sédiments qui s'accumulent. Est-ce que ça indique un courant lent? Est-ce que le courant était plus vite? Est-ce qu'il y a eu des débordements de la rivière? Tout ce genre de choses. Là, c'est ma tâche d'essayer de les observer, de les identifier et après de transférer ces informations aux archéologues. La journée de fouille touche à sa fin. On recouvre certaines zones pour les protéger. Les outils sont nettoyés. Les derniers seaux contenant de la matière digne d'intérêt sont emportés. Pour être stockés dans les réserves d'Urban Brussels, le service régional de l'urbanisme et du patrimoine. 6 mois plus tard, on va prendre celle-ci. C'est dans les sous-sols du Mont des Arts que nous retrouvons Julie Timmermans. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est tout le parking 58. Il n'y a rien d'autre pour l'instant qui est ici. On a dans cette première série tout ce qui est matériaux de construction. Donc dans les matériaux de construction, vous voyez, on a des fragments de tuiles, des fragments de carreaux, on a parfois des ardoises aussi. Ici, on a tout ce qui est céramique.
Alors, il y a une petite partie qui est déjà lavée, mais il nous reste encore tout ça à laver. Vous voyez, on a encore un peu de quoi faire. Ici, tout ce qui est ossements, ils sont déjà tous lavés. Donc on a eu l'aide d'une personne des sciences naturelles qui est venue laver tous les ossements. Une partie sont déjà partis chez eux. Donc eux, ils identifient chaque fois de quel animal il s'agit. Donc on voit qu'il y a une certaine quantité. Je crois qu'il y a en tout 166 bacs d'ossements. Des bacs a priori sans restes humains, mais remplis principalement d'ossements d'animaux destinés à la boucherie. Voilà ici une corne. Dans une autre chambre, emballée dans du cellophane à l'abri de la lumière, nous retrouvons les pieux découpés sur chantier. Ce bois attend sagement d'être analysé lui aussi. Alors ici on a des frigos et des congélateurs. Mais certains matériaux sont conservés à de très basses températures. Le froid, une condition de stockage idéale pour la terre et ses richesses. Contrairement aux seaux qui sont pris en vrac, ici c'est vraiment pris en couches. Donc dans une colonne comme ça, vous voyez ici, il est bien noté, les différentes couches, les limites de différentes couches, et on va pouvoir analyser, c'est surtout pour les pollens, donc on va pouvoir analyser les pollens de chaque couche. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans cette caisse-là, du cuir a priori. Voilà. Les fameuses semelles de chaussures. Mais par exemple, oui, ici c'est des petits morceaux, mais ici on voit bien les semelles. Et en fait, tout ce qui est organique et qui est susceptible de se détériorer avec l'air et le retour des bactéries, en fait, parce que ce principe c'est là. C'est comme c'est dans l'eau, c'est un milieu anaérobie, il n'y a pas de bactéries, donc il n'y a pas de développement de moisissure. Et en plus, s'il sèche, il va avoir tendance à réduire aussi. Juste à côté, on trouve la salle de lavage. Tel un chercheur d'or, ce technicien a pour mission de tamiser une 70aine de sacs de terre. Dans cette boue ressort notamment une pierre jaune particulière, utilisée au Moyen-Âge pour la fabrication de bijoux et d'objets ornementaux. On est en train de rechercher de l'ambre, mais bon, il n'y a pas que ça qui ressort. Il y a de la céramique, d'autres matériaux, des petits ossements d'animaux, donc c'est divers et varié, puisque ça a été pris en vrac sur le terrain même, quoi. Cet ambre a quelque chose d'assez exceptionnel parce que l'ambre ne peut pas être commercialisé partout. Il y a en fait des autorisations, et jusque dans le courant du XIVe siècle, c'est les chevaliers teutoniques qui gèrent ça. Et Bruxelles ne fait pas partie des villes pour lesquelles on sait que l'ambre puisse être commercialisé. Un nouveau mystère à élucider pour nos scientifiques. Quelques étages plus haut, un autre membre de l'équipe s'occupe d'une tâche de la plus haute importance. Pour l'instant, je suis occupée à encoder en numéro unique le métal, qui a été trié par le restaurateur. Depuis le lieu précis de découverte jusqu'au lieu de stockage, tous les objets récoltés sont identifiés. Ça permet que si on prépare une exposition, de retrouver au plus vite l'objet grâce à cette base de données. Et vous encodez beaucoup d'éléments comme ça sur une journée ? Ça varie, ça dépend si je suis appelée à faire d'autres tâches, mais ça peut monter jusqu'à 300 encodages par jour. La concentration est maximale au sein du laboratoire. C'est ici que les fouilles livrent une partie de leurs secrets. C'est du vivianite, phosphate de fer. Jeff, le restaurateur de métal, montre à Lou, la restauratrice de verre et de céramique, un couteau moyenâgeux quasi intact. C'est très fragile. Du coup, on doit travailler très minutieusement et enlever petite couche par petite couche en regardant avec le microscope pour rien abîmer. C'est un travail tout aussi méticuleux auquel se livre Lou Cognard. Ce sont des poteries peintes qui sont probablement originaires importées de Pingsdorf en Allemagne et qui ont été trouvées dans les anciens lits de la Seine. Qui serait donc daté du Xe siècle environ. C'est un objet particulier parce qu'on n'a pas pu vraiment le laver, parce que la décoration qui est faite à l'oxyde de fer, on s'en est rendu compte sur le chantier, n'est pas restée sur la pièce. C'est très particulier parce que normalement c'est cuit à plus de 1000 degrés, mais ce serait probablement un objet de ce type. Certains objets sont tellement fragiles qu'on les sort à peine de l'eau pour les analyser.
C'est une petite cuillère en bois, pas complète, mais quand même on voit très bien la forme. Et on voit surtout que c'est un objet très très fin, voilà, tige. Et très fragile. Très fragile, extrêmement fragile. En plus, vous voyez que ça, on a sorti de l'eau, on préserve dans l'eau pour que ça garde sa forme. On va le dessiner maintenant parce que les traitements qu'on va devoir appliquer pour stabiliser et conserver l'objet, ils vont faire que ça va quand même encore un tout petit peu rétrécir. C'est pour ça qu'à ce stade-ci, on va faire le dessin. Comme ça, on a la taille réelle de l'objet. Dans ce bac, l'une des 7 nasses de pêcheurs découvertes sur le site du parking 58. Celle-ci est en moins bon état et va servir aux recherches de l'Institut des sciences naturelles. C'est toujours possible d'identifier les essences utilisées pour produire des objets en bois. Et là, qu'est-ce que ça donne, un microscope? Ça, c'est un fragment de saule. À partir d'une branche de ce piège à poissons, Koen de Force confirme donc l'utilisation du saule, une essence fréquente au Moyen-Âge pour la construction d'objets en osier. Un bois très souple, mais par exemple, il y a d'autres objets ici. Les cuillères, ils sont souvent en bois de buis, Buxus. Tu en trouves encore? En moins d'1 an, nos archéologues ont levé un voile sur un pan de notre histoire méconnu. Ici, je trouve énormément d'agrafes qui étaient utilisées sous les bateaux, en fait, entre les planches. La présence de bateaux et d'un port au cœur de la ville. Au début de notre fouille, il y avait pas mal d'archéologues et historiens qui ne croyaient pas vraiment qu'il y avait des bateaux là. Ils disaient oui, il y avait les ponts à gauche et à droite, ils ne pouvaient pas passer, par exemple, qu'ils pensaient, mais on voit très bien qu'on trouve énormément d'objets qui démontrent la présence des bateaux. Des recherches qui vont encore prendre des mois et des années avant d'offrir au grand public un nouveau regard sur le passé médiéval de notre capitale, déterré sous le parking 58.